en anthropologie aussi et je travaille sur le tissage dans les hommes. Bonsoir, moi c'est Yasmine, je suis doctorante en sociologie à l'EHESS et à l'INED et je travaille sur l'expérience sociale des lesbiennes en France et en Mexique. Bonjour, moi c'est Sarah et je suis en Master 2 à l'Université de Paris. Master 2, pardon. Ouais, en Master 2 à l'Université de Paris 7. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et je travaille sur le mouvement de femmes noires dans la Paraíba au Brésil. Bonjour, je m'appelle Liliana Escovia et je suis colombienne et moi aussi je suis son Master 1 à l'Université de Paris et j'ai fait mon mémoire par rapport au processus de reconnaissance des violences sexuelles faites aux femmes dans le cadre du conflit armé en Colombie, dans le cadre de la justice transitionnelle. Bonjour à toutes et tous, donc moi c'est Camille Bach et je suis en thèse à l'université Paris 3 et je travaille sur Gloria Anzaldúa et l'émergence des théories queer dans les universités états-uniennes au début des années 90. Bonjour à toutes et à tous, je suis Maria Segarra, je suis en deuxième année de doctorat et bon, je vais présenter maintenant le sujet de ma thèse donc c'est les sexualités des femmes en Colombie, concrètement à Cali, qui s'identifient en tant que lesbiennes, aussi d'un côté afrodescendante et de l'autre côté blanche métisse, de classe populaire et moyenne. Et bon voilà, et j'espère que on va partager des opinions et des choses belles ce soir, oui. Bonjour, je m'appelle Martha, je suis en M1 sociologie à Sciences Po. Bonjour, je m'appelle Joao et je suis en M1 de sociologie à Sciences Po. Bonjour, je m'appelle Eva, mes parents sont chiliens et l'année dernière j'étais en L1 d'anthropologie avec Dana, à Nanterre. Bonsoir, moi c'est Martina, je suis une très bonne amie de Maria. Je suis plus étudiante, mais voilà, je travaille à l'UNESCO dans la section culturelle. Et à l'UNESCO, il y a aussi une section de genre. Donc, voilà. Bonjour à toutes et à tous, moi je m'appelle Charlotte et je suis étudiante, je travaille dans une agence de santé publique et je vote par ça intéressant. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai fait des études de sociologie et de sciences politiques et maintenant je travaille dans une association en rapport avec les questions de mal logement et de participation. Moi c'est Juliette, je suis en L2 LLCR linguistique à Nanterre et je suis venue avec Eva et Benoît. Et même. Voilà. Moi c'est Anne et voilà, je suis donc un cycle universitaire mais en auditeur libre. Voilà, désolée de mon retard, j'étais en cours, donc et en plus il pleut et le chemin était plus long que prévu, donc, mais voilà, je suis vraiment désolée. Et je m'appelle Jules Falquet, je vais avoir le plaisir d'être avec vous, de vous entendre ou réentendre, de commenter, et je suis féministe lesbienne, sociologue, je travaille notamment sur les mouvements sociaux en Amérique latine qui résistent à la mondialisation néolibérale, et puis je suis aussi, je travaille dans le domaine de l'épistémologie et de l'imbrication des rapports sociaux de sexe, de race et de classe, pour le dire vite. Gabriel, on est les organisatrices, je présente une fois, du coup moi ça paraît vite. Moi à Nanterre, Paris-Nanterre, et en troisième année de thèse. Et je travaille sur l'avortement en Équateur, je suis équatorienne. Moi je suis colombienne et je travaille sur un écrivain chilien qui s'appelle Pedro Lemebel. Et je travaille sur le mouvement queer / transpédéguine au Chili. Du coup on va commencer. Du coup, Maria, puisque vous êtes déjà présentée, je pense qu'on peut enchaîner direct
avec les présentations, sauf si Oui. tu veux commencer. Non, c'est bien. Oui. Ok. Je peux enlever le masque si vous m'autorisez tous et toutes à enlever le masque. C'est bon? Oui. Ouf, merci. Merci. Bon, donc ça c'est donc le titre de ma thèse. Oui, il manque de classe populaire, mon erreur. Et, donc, je vais lire, mais je vais lire lentement. Bon, donc sexualité et affect de jeunes femmes lesbiennes afrodescendantes et blanches métisses de classe populaire et moyenne à Cali, Colombie. Donc Cali, si. Oh. Ah non, mais je pense que c'est toi qui l'as. Bon, je te le que pasa es que haces clic et on ne sait pas où il est en fait. Ah, c'est bon. Ça c'est moi qui le fais ou c'est moi là? Oui, ah oui, c'est bon, oui. Bien. Voilà, ça c'est donc Valle del Cauca. Ça c'est le département où se trouve la ville de Cali. Donc c'est le sud-ouest colombien. Donc Cali c'est la deuxième ville, je pense, la plus grande de la Colombie. Donc, dans cette présentation, je voudrais partager avec vous quelques questions de la recherche dans le cadre de ma thèse en psychologie sociale, dont le but est de connaître l'articulation des biographies sexuelles avec le vécu du désir et la construction des subjectivités de femmes qui s'identifient comme lesbiennes, d'un côté qui s'identifient comme afrodescendantes et de l'autre côté comme blanches métisses dans la ville de Cali et appartenant à des classes populaires. Je vais revenir sur la question de la classe. Donc, je précise que voilà, le titre c'était le terrain. Donc je vais un peu vous partager des choses très précises du terrain que j'ai fait en juillet et août de cette année. Donc explorer, juste pour un peu introduire, explorer le désir et la sexualité dans des contextes racisés, si vous voulez, implique étudier les corps en tant que des endroits d'inscription symbolique et socioculturelle des rapports de domination où la classe sociale et l'orientation sexuelle déterminent la manière de construire et transformer la subjectivité. Donc, ces rapports de domination, de genre, de race, de classe, d'orientation sexuelle, j'utilise les guillemets pour ne pas tomber dans les essentialismes. Donc, ces rapports de domination s'administrent à travers une pigmentocratie. Donc, pigmento, c'est la chose qui donne la couleur, et cratie, kratos, le pouvoir, non? Donc, la notion de pigmentocratie rend compte de comment se distribuent les capitaux économiques, sociales, sexuelles, culturelles, voire érotiques, en fonction du phénotype, donc, en fonction aussi de l'identité de genre et de la classe sociale des individus. Donc, dans cette conjoncture, il s'agit d'analyser le vécu sexuel interpersonnel, mais aussi individuel, en le croisant avec l'identité sexuelle, qui peut être définie comme la capacité, je cite, à habiter son corps et à l'aimer suffisamment pour pouvoir en jouer dans des relations érotiques, dont j'ai cité Pascal Molinier. Donc, avant de continuer, je tiens à préciser que les participantes à la recherche, donc les informantes qui ont voulu faire les entretiens avec moi à Cali, lors de mon premier séjour au terrain, appartiennent plutôt à des petites classes moyennes si l'on prend une définition ample de la classe moyenne à Cali comme la population ayant des 1. Trajectoire de vie avec accès à des niveaux éducatifs moyens jusqu'aux études universitaires comme licence, qui les associe à de hauts capitaux scolaires. Non? Donc, ceci leur permet d'être dans des patrons démographiques modernes, c'est-à-dire taux bas de dépendance démographique. 3, toujours dans la classe moyenne, non? Et avec moins de 5 enfants par femme en âge fertile. 4, une classe moyenne qui correspond à des individus ayant des emplois qui exigent des niveaux académiques, universitaires ou technologiques, comme des emplois salariés dans des bureaux ou en rapport avec la population, donc secteur sanitaire ou éducatif. C'est-à-dire, au début, l'idée c'était de faire des entretiens à des femmes appartenant à des classes populaires, mais
vous allez voir après, oui, je vais mettre le tableau, qu'elles ont toutes, les informantes, elles ont toutes des études universitaires. Donc, je vais maintenant, en forme de questions, pour le faire simple, surtout pour moi, vous présenter la problématique. Donc, je vais très brièvement donc la présenter en forme de questions. C'est ça qui un peu structure la démarche. Donc, que signifie être une femme lesbienne, noire ou blanche métisse à Cali dans un contexte populaire et quels sont les défis? Nous adhérons à l'idée sur laquelle les lesbiennes ne sont pas de femmes, car nous échappons à l'appropriation des hommes cis-hétéros au niveau de la capacité procréative, de soutien émotionnel, de travail domestique et d'accessibilité sexuelle. La phrase « les lesbiennes ne sont pas de femmes » appartient à Monique Wittig, non? Donc, en outre, les lesbiennes qui n'accomplissent pas les codes esthétiques et de comportements dits féminins se trouvent hors la norme et ne seraient pas de femmes non plus. Donc, depuis leur position de subalternité, elles semblent justement mettre en question la féminité classique colombienne, issue, si on peut dire, non, de l'idéal colonial de la femme hétérosexuelle blanche, bourgeoise, délicate, disponible, passive, qui se donne aux autres. Donc, une autre question, quels outils et stratégies de résistance mettent ces jeunes femmes, donc les participantes à la recherche, en place face aux préjudices racistes, sexistes et lesbophobes? Donc après, quel rapport ont ces femmes aux pratiques hétéronormatives, sexuelles, conjugales et de séduction? Cette question nous amène à nous interroger aussi sur le rapport à la féminité et à ses canons esthétiques et de comportement. Aussi, comment a-t-elle lieu la construction de la subjectivité, du plaisir, des affects dans cette ville parmi les femmes lesbiennes, afrodescendantes et blanches métisses? Si la vie sexuelle, rechercher le plaisir, expérimenter le désir, mobiliser des fantasmes, fait partie de la production de la subjectivation, comment la développe-t-elle en articulation avec les rapports sociaux de domination? Si je vais trop vite, vous me le dites. Oui. Bon. Donc, ces questions soulèvent le besoin d'étudier non seulement le coup psychique dans l'affirmation de leurs identités, au sein de la famille, dans leur milieu professionnel aussi, et auprès des cercles amicaux, d'enfance ou du quartier, mais aussi les espaces qu'elles utilisent pour créer des liens de soutien et de solidarité. Et bon, ça c'est pour finir avec la problématique. Et bon, je signale qu'à quelques rares exceptions, peu de recherches se sont portées sur les femmes lesbiennes, afrodescendantes et blanches métisses de classe populaire en Colombie pour pouvoir répondre non à ces questions. Quelques-unes, mais bon. Donc, je vais vous présenter un peu le dispositif de recueil de données. Je vais faire ah oui, donc ça c'est bien, d'accord, c'est pour après, oui. Bon, peut-être on peut déjà regarder l'image, mais donc on va y arriver après. Donc avant de passer à parler du dispositif de recueil de données, je dois signaler que l'immersion dans le terrain qui commence le 2 juillet de cette année fut dans du coton. Je pense on dit comme ça en français, dans du coton, donc de manière facile, grâce d'une part à 2 personnes qui m'ont accueilli chez eux et qui m'ont mise en contact avec d'autres personnes, ce qui m'a permis de développer la technique de la boule de neige. Et d'une autre part, grâce à une personne travaillant dans le domaine des relations internationales de l'Université del Valle, donc Université de Cali, qui m'a également mise en contact avec quelques informantes. Donc à toutes ces personnes-là, je leur suis vraiment éternellement reconnaissante. Cette technique de la boule de neige n'était pas forcément prévue, mais il a été le dispositif principal construit pour le recueil de données à travers des entretiens semi-dirigés approfondis dans cette démarche qualitative. Il vaut la peine de mentionner que les entretiens ont duré entre 3 heures, le plus court, et 2 jours.
jusqu'à 6 et 8 heures de durée totale, car on a dû mener l'entretien en 2 jours différents, dans les cas de 6 enquêtés sur 12. D'accord? Donc le 50%. La technique de la boule de neige est d'utiliser dans la recherche qualitative, surtout lorsque l'entretien est l'outil principal d'accès au contenu empirique. L'observation ethnographique et les groupes de discussion sont 2 autres techniques qui vont compléter les entretiens. Alors, l'observation ethnographique, je l'ai déjà mise en œuvre lors de ce premier séjour. Et les groupes de discussion sont prévus pour le 2e séjour qui aura lieu en janvier et février 2022. Donc, ayant mentionné l'observation un peu ethnographique, je passe maintenant à soulever quelques points sur le contexte de la ville de Cali qui me semble crucial, pour ensuite partager avec vous quelques données spécifiques du terrain. Donc, je vais vous présenter qu'est-ce qui arrive à Cali un peu depuis fin avril, mais je pense que la majorité vous savez. Donc ça, c'est la première page d'une revue. Donc, premier rang, donc ça c'est les... Bon, on peut en parler après, si vous voulez, parce que je ne veux pas manquer du temps. Et donc Cali est une ville de 2 222 000 habitants et habitantes, dont 258 148 s'identifient comme afrodescendantes et afrodescendants. Oh, c'est pas bon. Selon le recensement du DANE. Le DANE, donc, c'est le département d'analyse nationale de statistique. Donc, ça c'est de 2018. Selon l'analyse de 2005, la population totale de la ville était de 2 400 000 habitants, dont 565 000. Donc, c'est plus... vous allez voir, attendez, parce que je vais vous montrer les... On va y revenir après à ça. Je vais vous montrer ça. Voilà. Oui. 2000, ça, c'est la population. Voilà. NARP, ça veut dire donc noire afro-colombienne, Raizal y Palenquera. Bon, Raizal y Palenquera, je le définis là. Donc, vous voyez, en 2018, il y aurait la moitié de personnes qui s'identifient comme afrodescendantes. Bon, ça, on pense que c'est une irrégularité, mais bon, on ne veut pas s'arrêter là. Et, donc, Cali est une ville métisse ayant une population afrodescendante dont le poids démographique est considérable. Et c'est pour cela qu'elle constitue un centre urbain noir dans un espace interracial métis. J'ai cité Fernando Urrea et Botero. Donc, les quartiers est de Cali... Oui, ça c'est pour... oui, on voit... Bahia del Cauca, on l'a vu tout à l'heure, c'est dans le département, non? Donc, à gauche, vous avez les chiffres pour la population NARP de 2005. Vous voyez à droite, à 2018, donc c'est presque la moitié. Mais bon, pour que, non, comme ça, on voit la concentration de population afrodescendante dans la ville de Cali. Et maintenant... ça, c'est la ville de Cali, d'accord? Donc, on voit que les quartiers est ressemblent la moitié de la population, non, presque, afrodescendante de la ville. Donc, selon le recensement de 2005, donc presque le 16% voient leurs besoins essentiels non satisfaits. Le taux pour les personnes blanches métisses, c'est presque du 10%. Qui ont les besoins essentiels non satisfaits. Donc, comme le dit l'anthropologue Mara Viveros, en Colombie, les classes sociales ont des couleurs. Là. Voilà. Maintenant, je vais parler du contexte du paro national qui se correspond avec les photos précédentes. Est-ce que tu peux passer avant pour voir, par exemple, les photos de la soupe? Oui, là, par exemple, comme ça, on va voir. Et c'est aussi la première page de la revue qu'on a vue aussi. Bon, donc, la Colombie vit depuis le mois d'avril de cette année une tension sans précédent
depuis le Bogotazo en 1948. Donc, dans le rapport du DANE de 2020, le 42,5% de la population est en situation de pauvreté extrême. 7,5 millions de Colombiens et Colombiennes vivent dans une misère absolue, et je cite. Et entre 2019 et 2020, la classe moyenne colombienne passe du 30% au 25%, ce qui se traduit en plus de 2 millions de personnes qui voient empirer leurs conditions de vie. Donc une tension qui se manifeste, je disais la Colombie vit depuis le mois d'avril une tension, qui se manifeste en forme de chiffres comme par exemple jusqu'à 500 personnes disparues, selon différentes sources, mais c'est entre 129 et 500, plus de 80 personnes tuées, qui sont enregistrées, que l'on sache, et plus de 2300 personnes civiles et policiers blessées. Une tension qui a fait que la Minga indigène se rende sur Cali pour défendre sans armes les jeunes sur le premier rang, les étudiants et étudiantes, le peuple et aussi pour déboulonner la statue de Sebastián de Belalcázar, dit fondateur de la ville de Santiago de Cali. Et c'est le peuple Misak qui l'a fait. Donc, cette tension, c'est pour une réforme tributaire que le président voulait instaurer à la fin du mois d'avril, et comme vous le savez, les gens ont voulu arrêter de travailler et ils ont tout arrêté. Et donc l'image qu'on a vue, c'est vraiment quand elles sont sortis dans les rues. Il y a une répression fortement violente de la part des policiers sous le mandat du président. Donc c'est ça l'explication de toute la violence et les morts que j'ai mentionnées. Donc il faut savoir que maintenant ça va mieux, mais là, il y a eu une tension très importante. Donc, observation ethnographique, je vais maintenant passer ça a lieu avec les images, les photos que là, je les ai prises aussi cet été. Donc, une fois ce contexte présenté, je vous parle maintenant de la soupe communautaire, las ollas comunitarias. Donc, la soupe communautaire, c'est l'organisation et réunion de quelques personnes habitant un quartier qui gère de manière volontaire la préparation. Enfin, vous allez dire peut-être que je n'ai pas encore parlé des enquêtés, mais ça arrive. Je tenais vraiment à présenter le terrain. Oui. Donc, la soupe communautaire, c'est la réunion de quelques personnes habitant un quartier qui gère de manière volontaire la préparation et répartition des plats préparés sur place dans un espace public du quartier. C'est une organisation populaire autofinancée qui cherche à pallier les conséquences économiques désastreuses de la crise sanitaire et en plus du paro national. Et donc à Cali, il y en a beaucoup, surtout dans les quartiers populaires. Ce que j'ai pu observer, selon ce que l'on m'a raconté hors entretien, c'est que cette pratique solidaire a permis aux membres de la soupe de tisser de nouveaux liens sociaux. Et c'est aussi ce que j'ai pu voir moi-même, et leur a facilité la sortie de l'isolement imposé par les mesures anti-Covid. La gestion de l'activité tous les week-ends, une samedi et une dimanche, dans la soupe où j'allais, donc demande beaucoup d'anticipation, d'organisation collective et surtout beaucoup de temps et d'énergie. Il y a des réunions pour décider le plat qui sera préparé, qui va diriger l'activité, qui apporte l'eau, qui les légumes, qui garde chez soi les ingrédients, qui compte le nombre de gens qui viennent manger. Bon. J'ai eu la chance de pouvoir intégrer une soupe communautaire à Cali à travers une enquêtée. Et ceci a supposé un espace de socialisation et aussi d'observation ethnographique très important pour moi. J'aimerais vous parler de quelques situations observées lors des moments de partage au sein des activités de la soupe. Parce que les activités, c'est pas que la soupe, mais c'est aussi il y a eu une journée organisée et entièrement par les groupes de la soupe, avec dépistage Covid, avec dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Il y a une soirée pour animer le quartier avec musique en direct. Bon, donc c'est vraiment... Donc là, vous voyez, c'est les plats préparés sur place de manière simple et des plats traditionnels.
je tenais vraiment à montrer un peu, oui, un peu ça. Donc, les rapports, donc, qu'est-ce que j'ai pu voir? Les rapports de genre sont cruciaux au sein des soupes communautaires, je pense. Et je voudrais soulever 2 points. Le premier, que cette soupe communautaire est dirigée par des femmes en tant que lideresas ou dirigeantes. Sans imposition, sans autoritarisme, la gestion de la soupe se fait sous leur direction, mais lors des assemblées, femmes et hommes donnent leur opinion pour l'organisation des activités et je n'ai jamais assisté à de l'imposition ou de gestes violents sexuels ou sexistes quelconques de la part des hommes du groupe. Avec le temps, une confiance s'est forgée entre eux, elles et nous. Mais moi, en tant que femme et lesbienne, personnellement, je me suis sentie en sécurité, voire protégée à tout moment. Je vais aussi mentionner un point important sur, sur les relations dans la soupe. Dans la préparation et le nettoyage ultérieur des outils se font aussi en équipe. Il est vrai que normalement, ce sont les hommes qui ont porté les objets les plus lourds, comme les chaises et les tables, mais ils ont aussi coupé et épluché les pommes de terre de la même manière que les femmes ont allumé le feu ou l'ont la casserole. Et bon, deuxième point, que la cause, oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, donc que la cause commune de lutter pour la dignité du peuple et du mécontentement contre les mesures du gouvernement efface, j'ai cru voir comme ça, efface les possibles différences qui peuvent exister entre les subjectivités de tous les membres de la soupe. C'est-à-dire, la soupe elle est composée des femmes et d'hommes cis entre 30 et 60 ans, métis et métisses et afrodescendantes, de classe populaire. Majoritairement hétérosexuels, sauf 2 femmes, qui sont également des participantes à la recherche, donc qui ont fait l'entretien avec moi, et qui, au moment de mon terrain, sont en couple depuis 5 ans. Et leur situation est connue et exprimée à travers elles-mêmes, avec des vocatifs affectueux, par exemple. Donc le fait qu'elles étaient en couple ne supposait pas un sujet ni de gêne apparente, ni de discussion, ni de discrimination. Moi, c'est peut-être bête, mais moi, j'ai eu le besoin de noter ça. Parce que il n'y a pas eu forcément normalement des discussions sur l'orientation sexuelle et ce mélange comme ça. J'ai eu l'impression que la cause commune c'était comme un parapluie, non, qui couvrait les petites causes après. Parce que étant la sexualité hétérosexuelle la majoritaire, non. Donc c'est comme si c'est comme si la cause commune effacer leurs différentes identités, leurs différences identitaires, éliminant ainsi les possibles voies de discrimination ou d'oppression qui subissent parfois les femmes et les lesbiennes. Et donc, 2 lesbiennes, cela ne choquait tout simplement pas. Le fait d'être moi-même lesbienne, c'est une information qui, bien sûr, a circulé avec mes propres commentaires, voilà. Et c'est donc une observation que j'ai faite sans l'espérer, voilà, à travers aussi moi-même en tant que lesbienne. Donc, un point important, c'est aussi de voir ou vouloir analyser les effets de ma présence, non? Qu'est-ce que ma présence produit? Et je vais juste en dire un tout petit peu, mais bon. Donc, il y a eu des rappels constants à ma position, et je vais en parler tout de suite. Ma position en tant qu'Espagnole étrangère, blanche, voilà. Surtout par 3 enquêtés, non, qui sont devenus mes amis proches, avec qui je garde une continuité dans la communication transocéanique via Internet. Donc, précisément, traiter les questions, ce type de questions avec transparence et humour. Donc, imiter mon accent d'espagnol d'Espagne, faire référence au fait que je suis blanche et européenne, voilà, a permis de visibiliser, de parler de sujets, et comme la couleur de peau et ses effets dans leur trajectoire à elles, et la question des privilèges aussi, donc de visibiliser, de parler de sujets qui, dit l'une des informantes, n'était pas forcément présent avant, non, dans les conversations, et je cite,
Avant de te connaître, on ne parlait pas sur ce sujet si sérieusement et avec la proximité et le calme avec quelqu'un d'autre. Genre, on fait des blagues et tout, mais on n'exprimait pas les sentiments ou les pensées de manière si sérieuse avec l'entourage. Je réponds, pourquoi tu penses que c'est comme cela? Elle répond, on n'avait jamais vraiment fréquenté des lesbiennes auparavant. On n'a pas eu de soucis pour avoir des liens, mais ce sujet, on n'en parlait pas. Bon, donc pour fermer cette partie, je fais une précision méthodologique que je vais dire après, je pense. Oui, oui. Donc, et comme je viens de dire, donc en dernier lieu, mais pas moins important. Non, c'est pas un dernier lieu. Bon, oui. Donc l'éthique de la recherche, bien sûr, ma position que je viens de mentionner. Un point crucial dans ce travail, c'est la position de la chercheuse comme axe d'analyse d'une épistémologie des savoirs situés. Je tente de tenir en compte d'où est-ce que j'écoute les participantes à la recherche, à qui je parle et quelles responsabilités entraîne cette recherche. Donc moi, Maria, lesbienne, cis, femme, blanche, espagnole, donc d'un pays européen colonisateur, provenant d'une classe moyenne ouvrière, non migrante et occupant maintenant un poste de doctorante au sein d'une université française. Donc c'est ça ma position quand j'arrive à Cali, non? Donc les savoirs situés sont ainsi le soubassement de l'approche épistémologique et méthodologique et donc éthique de cette recherche, puisque ce sont les participantes à la recherche qui ont les savoirs et le contenu que je souhaite mobiliser et travailler, non, dans la thèse. Donc mener ce travail signifie travailler avec les interviewés, être non pas une simple retranscriptrice de leurs paroles, mais faire qu'elles soient les productrices, non, montrer un peu quelles sont les productrices privilégiées, si vous voulez, de connaissances, tout en évitant, premièrement, ce que Chandra Talpa de Mohanty appelle la colonisation discursive, c'est-à-dire parler à la place de l'autre, s'approprier ses savoirs. Et deuxièmement, le rapport de pouvoir entre l'enquêtrice, blanche et espagnole, et l'enquêté. À ce propos, Oti Curiel, donc anthropologue afro-dominicaine, invite à mettre en question la position de privilège de ceux et celles qui édifient les savoirs sur les autres. Voilà. Ma position, même tout en me déclarant alliée et collaboratrice, exige un exercice constant de réflexivité, non seulement comme pilier épistémologique, mais surtout comme une question éthique et politique. Là, je reprends Donna Haraway. Donc, pour reprendre ce que je disais sur les effets que produit ce que je fais, je voudrais citer Yudelkis Espinosa, chercheuse, philosophe, professeure et activiste afro-dominicaine, qui reprend les mots de Oti Curiel, et je la cite, pratiquer l'anthropologie de la domination. C'est une traduction que j'ai faite moi-même, donc c'est peut-être pas très... Voilà. Elle a écrit ça en espagnol, j'espère. Bon. Pratiquer l'anthropologie de la domination signifie faire de l'ethnographie depuis le nord, et depuis le nord qui existe dans le sud. Il signifie faire de l'ethnographie de non-pratiques académiques, méthodologiques et pédagogiques qui contiennent l'idée de développement d'une solidarité transnationale basée sur de privilèges. Il signifie faire une ethnographie des logiques de la coopération internationale, de la logique de l'intervention sociale que nous menons, de nos propres lieux de production de savoir et des théories et des propos que nous utilisons et rendons légitimes. Autrement dit, nous devons faire des ethnographies de nos lieux et de nos positions de production des privilèges. Donc, afin de mener à bien une méthodologie déontologique, j'ai établi 3 techniques qui me permettent de restituer aux participants à la recherche en forme de savoir coproduit, de leur restituer du coup ce qu'elles m'ont confié, non, pour atteindre ainsi une convergence d'intérêts. Autrement dit, je veille à un échange qui aide à atténuer le rapport de pouvoir dans la scène de l'entretien. Voilà. Donc, premièrement, assurer un accès aux connaissances
que les participantes elles-mêmes à la recherche ont contribué à produire en leur informant des présentations que je fais lorsqu'elles sont en espagnol ou, comme aujourd'hui, traduire les textes que je vais exposer en français pour leur envoyer. Puis leur faire parvenir évidemment la thèse une fois terminée en tant que en tant que co-constructrice de savoir avec moi. Deuxième technique, en entretien, je réserve un espace de conversation à la fin de l'entretien où je leur invite à me poser les questions qu'elles souhaitent, n'importe laquelle, même les questions que moi-même je leur ai posées. Donc ceci a eu de très bons résultats puisque la majorité d'elles m'ont posé des questions similaires à celles de l'entretien ou d'autres sur ma démarche. Donc j'ai assisté à un échange de paroles où moi-même j'ai raconté des épisodes de ma vie intime. Et 3, donc ma participation à la soupe communautaire et par conséquent à la cause qu'elles défendent est une manière de montrer à quelques informantes mon soutien. Donc, quelques données du terrain. Et comme ça, j'ai fini. Et bon, je voudrais finir avec un poème si j'ai le temps. Sinon... 4 minutos me quedan? Vale, bueno, d'accord, bon. Donc l'entretien s'est avéré, donc alors, c'est pas grave. L'entretien s'est avéré avoir une dimension thérapeutique et déjà pour la durée de celui-ci, comme on l'a vu beaucoup de temps quand même, et également selon les paroles des informantes. 6 informantes sur 12 ont affirmé n'avoir jamais discuté ou raconté des choses si intimes sur leur sexualité et elles ont qualifié d'expérience agréable et chouette. Chévere. Donc le fait de permettre la parole émerger sur ce sujet avec une inconnue rendait facile et l'affluence du discours, l'émergence de la parole. Donc en plus avec une inconnue étrangère qui s'intéresse à leur sexualité et qui ne les jugera pas puisque la scène et l'ultérieur travail avec les données empiriques s'effectuent dans le cadre d'une enquête. Voilà, et ça c'est le tableau des enquêtés. Très bien. Et d'une enquête, donc un domaine de travail et non personnel ou intime, ou après on va juger, voilà, comme une thérapeute, donc une figure d'écoute externe, externe à la vie du sujet. Donc, je passe maintenant à parler d'un exemple des résistances comme ça. Elle a été observée la figure de la mère qui souffre. Enfin, j'ai observé la figure de la mère qui souffre parce que sa fille, ça c'est donc des données du terrain, des entretiens. Parce que sa fille est lesbienne et qui, donc la mère lui impose un mécanisme, je cite, de contrôle et de discipline visant à protéger les valeurs et les ordres patriarcaux, homophobes et hétéronormatifs de la société, j'ai cité José Fernando Serrano. En instaurant une frontière entre la maison et l'extérieur où sa fille lesbienne peut réactiver sa vie sexuelle ou affective. Le mantra utilisé, c'est « Qu'est-ce que j'ai mal fait pour que tu sois comme ça ?» Et dehors, deuxième mantra, dehors tu fais ce que tu veux, mais dans ma maison, tu ne ramènes personne. La stratégie de résistance adoptée par les informantes, c'est pouvoir partir socialiser, donc dehors chez elles, parce qu'elles habitent avec les parents par des questions économiques évidentes, même si elles travaillent, et donc socialiser ou voyager, avec un coût minimal grâce à l'usage de la moto. Moyen de transport qui à Cali résulte très économique et très pratique vu le coût bas du gasoil et des embouteillages constants. Et troisième point quand même qui me semble très intéressant et important plutôt, j'ai constaté, et j'ai fini si vous voulez, j'ai constaté que toutes les informantes que je percevais comme blanches métisses, selon leur phénotype, se sont auto-identifiées comme blanches ou comme métisses. Et pourquoi je dis ça? Je soulève ce point, car dans l'enquête d'année, qui est reprise par des travaux sociologiques. Après, les individus blancs et métis
blanches métisses, blancs métis, se sont reconnus comme n'appartenant pas à un groupe ethnique, donc aux identifications non ethniques. Ceci me permet de reprendre les paroles d'une participante à la recherche qui me dit, c'est-à-dire que les blancs et les blanches n'ont pas de groupe ethnique, parce que voilà, on est blanc et on est blanche, voilà. Et donc elle me dit, et on voit l'importance de l'auto-revendication afro. Je cite, « Je suis genre ni dans un endroit ni dans l'autre. Mon père est noir et ma mère est blanche. Moi je ne suis pas noire parce que la vendeuse du parépouse, el chontaduro, le parépouse c'est un fruit, dont le chontaduro c'est un fruit qui est vendu principalement par des femmes afrodescendantes, qui est typique de la côte ouest de la Colombie. Donc elle me dit, je ne suis pas noire parce que la vendeuse du parépoux, qui est afrodescendante, me dira que je ne le suis pas. Et je ne suis évidemment pas blanche. C'est-à-dire, je finis la citation, c'est-à-dire que les perceptions sont des constructions, c'est-à-dire, elle me dit, enfin, comme sa mère, elle est blanche, son père, il est noir, et comme la vendeuse du chontaduro, elle est encore plus foncée qu'elle, elle dit, non, toi, t'es pas noire. Voilà, elle dit, je suis ni là, ni là. Donc, et donc, les perceptions sont des constructions socioculturelles historiquement acceptées, si vous voulez. Nous pouvons voir le même phénotype dans deux contextes différents de classe sociale, mais du coup, ils sont des représentations de la classe, donc de la classe. Donc, la phrase « avoir le même phénotype que » ou « la même couleur de peau que » ne veut parfois rien dire. Et j'ai fini, mais bon, en fait, le poème, c'est d'une poétesse caleña, lesbienne, qui est... Est-ce que j'ai le temps? Sinon... Vale, si. Vale, si. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Du coup, ça marche avec ça? Que si. Et je pense que oui. Pero, attends. Oui. Vas-y. J'avais juste des doutes sur la souris, mais... Non. C'est bon. Du coup, rebonjour à toutes et tous. Je tiens tout d'abord à remercier très chaleureusement les organisateuristes de l'atelier genre et féminisme dans les Amériques latines qui m'ont permis d'être là ce soir. Et je vais commencer par situer ma parole, donc nommée, comme le dirait Ansaldois, « The ground from which I speak », l'endroit d'où je parle. Donc je suis une universitaire gouine blanche, issue de la classe moyenne et de l'immigration italienne ouvrière, queer dans une perspective qui serait assez proche de celle d'Ansaldois et militante aussi. Gloria Ansaldois était une autrice, théoricienne et activiste féministe lesbienne de classe ouvrière, ou comme elle préférait se définir elle-même... Ok, merci. Une féministe lesbienne du tiers-monde états-unien aux tendances marxistes et mystiques, une lesbienne féministe anarchiste chicana tejana qui aime écrire, ou encore féministe visionnaire, activiste spirituelle, poète tout attachée, suivie de philosophes, auteurs de fiction. Elle était engagée dans l'élaboration des théories queer et féministes décoloniales aux États-Unis et elle a contribué à travers ses essais, donc ce qu'elle appelle autohistorias teorias, ses fictions et ses poèmes, à introduire la pensée du métissage et des réflexions assez larges autour de la notion de frontière, ou peut-être plutôt d'espace frontière et des alliances politiques. Elle a également participé à l'émergence des théories queer à l'université états-unienne, bien qu'elle soit rarement créditée pour ça. Elle a publié une monographie. Est-ce que ça... Ah oui, non, ça c'était une tentative d'autodéfinition d'Ansaldois. C'était compliqué comme sujet, ça se voit tout de suite. Et elle a publié donc une monographie qui est son ouvrage le plus connu, Borderlands, La Frontera, en 87, et plusieurs anthologies, dont This Bridge Called My Back en 1981. Voilà.
Ces œuvres défendent en particulier la légitimité de l'écriture autoréférentielle, à la fois comme source de connaissance et comme mode de théorisation, et l'autodésignation, ce qu'elle appelle aussi le self-naming, comme une stratégie de survie et une source d'agentivité. Elle est née en 1942 au Texas, à proximité de la frontière avec le Mexique, et elle est décédée en 2004 à Santa Cruz, en Californie. L'entrée de Gloria Anzaldúa dans ma vie a été profondément intime et politique. Je l'ai connue par hasard à travers l'introduction d'un ouvrage qui s'appelle Disidentifications, qui a été écrit par José Esteban Muñoz, un critique de performance cubain états-unien queer, qui date de 1999, et cette rencontre a eu lieu peu de temps après une rencontre amoureuse. Dans Disidentifications, Muñoz souligne à la fois l'importance des contributions de nombreuses féministes chicanas, parmi lesquelles Anzaldúa, et leur marginalisation au sein des généalogies courantes des théories queer. Et c'est cette perspective, donc celle d'une remise en question de la façon dont se sont écrites et dont continuent à s'écrire les généalogies des théories queer en particulier, qui a nourri et guidé ma lecture des textes poétiques et théoriques d'Anzaldúa. Je sais pas quoi faire. Aucune idée. La première introduction des termes théorie queer au sein de la sphère académique états-unienne est souvent attribuée à Teresa de Lauretis, qui forge l'expression à l'occasion d'un colloque qu'elle co-organise en février 1990, donc à l'Université de Californie à Santa Cruz, et qui donne lui-même lieu au numéro spécial de Differences, intitulé Queer Theory, Lesbian and Gay Sexualities, qui date de 1991, qu'elle a édité et qu'elle a introduit par l'article qui porte le même nom. Anzaldúa, elle se définit comme queer dès 1981 et la publication de la Prieta dans This Bridge Called My Back, puis de nouveau dans Borderlands La Frontera, donc en 87, et elle a probablement été l'une des premières à faire circuler le terme dans un contexte universitaire. Lorsque Teresa de Lauretis formule sa théorie queer, cependant, elle ne mentionne que très brièvement les ouvrages d'Anzaldúa, sans souligner son utilisation du terme queer, ni d'ailleurs discuter plus en détail ses travaux qui constituent pourtant un précédent à sa propre formulation. Donc, mon intervention va également chercher à questionner la position précaire d'Anzaldúa au sein de l'université états-unienne et à mettre en évidence la résistance de l'université envers les nouvelles méthodes de théorisation qu'elle propose à travers l'autohistoria theoria et à travers une épistémologie queer décoloniale qu'elle essaie de travailler et de mettre en place. Et d'autre part, les stratégies d'illégitimation, de silenciation et de marginalisation que l'institution universitaire va mettre en place. L'analyse du parcours d'Anzaldúa, donc autre inapproprié à l'université, m'offrira donc une seconde piste d'exploration complémentaire des dynamiques de genre, de sexualité, de race et de classe opérantes au sein de l'université états-unienne au moment de l'émergence des théories queer. Donc l'effort généalogique qui est au cœur de mon travail de thèse et de cette intervention vise avant tout à déconstruire certains des silences construits de la théorie queer. L'expression de silence construit, elle est de Teresa de Lauretis dans ce fameux article Queer Theory. Et donc déconstruire ces silences construits en mettant en évidence le rôle formateur d'Anzaldúa dans la théorie queer et la manière dont l'effacement ou la violence épistémique opère dans la majorité des textes aujourd'hui considérés comme fondateurs. Donc pour ce soir, j'ai choisi de centrer mon analyse uniquement sur deux éléments généalogiques qui me semblent particulièrement importants. Le premier, c'est Queer Theory, donc Lesbian and Gay Sexualities An Introduction, de Teresa de Lauretis, donc l'article de 91. Et le deuxième, c'est un article de Eve Kosowski-Sedgwick qui s'appelle Queer and Now, qui date de 93. Et je les ai choisis, je les ai retenus surtout parce qu'ils maintiennent un lien assez direct avec les travaux d'Anzaldúa. Mon travail à ce niveau-là est particulièrement redevable à celui d'Evelyn Hammond, qui a publié un article en 1994 qui s'appelle Black Holes and the Geometry of Black Female Sexuality. Et il est également redevable au travail de Michael Ames Garcia, qui a publié un article qui s'appelle Queer Theory Revisited en 2001 et qui ont montré tous les deux que ce qui était souvent présenté comme un manque ou comme une absence dans les généalogies des théories queer était en réalité le produit de pratiques d'effacement répétées et reconduites. En particulier, Hammond souligne dès 1994 que l'essai de Teresa de Lauretis est symptomatique d'une disjonction, c'est le terme qu'elle choisit, entre les objectifs déclarés de l'essai et du numéro spécial de Differences,
et ce que le numéro et l'essai vont mettre effectivement en œuvre. Est-ce que tu peux... Donc ça, c'était les objectifs originaux de la théorie queer définie par Teresa de Lauretis. Donc elle dit « Les travaux de ce colloque avaient pour but d'articuler les termes dans lesquels les sexualités gays et lesbiennes peuvent être comprises et imagées comme des formes de résistance à l'homogénéisation culturelle, contrant les discours dominants à l'aide d'autres constructions du sujet dans la culture. Mon espoir était que ce colloque problématiserait également certaines constructions discursives et certains silences construits dans le champ émergent des études gays et lesbiennes, et explorerait aussi des questions qui ont été à peine abordées jusqu'à présent, tels que les fondements respectifs et ou communs des pratiques et des discours actuels des homosexualités, leur relation avec le genre et la race, ainsi que les différences attenantes. Différences de classe, différences ethniques, différences générationnelles et géographiques, positions sociopolitiques. J'espérais que nous serions prêts à étudier, à rendre explicite, à comparer et à confronter les histoires respectives, les suppositions et les cadres conceptuels qui ont caractérisé jusqu'à aujourd'hui les autoreprésentations des lesbiennes et des gays nord-américains blancs et de couleur. De là, nous pourrions avancer pour remodeler ou réinventer les termes de nos sexualités, construire un autre horizon discursif, une autre manière de penser le sexuel. Queer Theory attire l'attention sur deux aspects, le travail conceptuel et spéculatif qu'implique la production du discours et la nécessité d'un travail critique qui consiste à déconstruire nos propres discours et nos silences construits. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est que bien que Teresa de Lauretis déclare à première vue vouloir contrer les discours dominants et problématiser certains silences construits, aborder des problématiques qui sont jusque-là considérées comme marginalisées dans le champ émergent des Gay and Lesbian Studies, donc notamment la façon dont la race et la classe sociale peuvent infléchir les pratiques et les discours liés aux sexualités. Tout ça, bien sûr, en intégrant à la fois les productions donc des théoriciens, théoriciennes queer of color et un cadre d'analyse intersectionnelle dans leurs propres analyses. Elles participent en fait dans le même essai à l'effacement de leur contribution dans l'émergence et le développement de la théorie queer. Et je vais essayer de vous le montrer assez rapidement. La première chose qu'on peut dire, c'est que de Lauretis aborde en effet la question des contributions des queer of color uniquement dans un second temps, en soulignant surtout un manque de travail critique de leur part. Si tu peux passer... Donc voilà ce qu'elle dit ensuite. On ne trouve pas une quantité comparable d'auteurs ou de titres d'ouvrages en compulsant les écrits des lesbiennes et des gays de couleur. Cela est partiellement dû à un accès institutionnel réduit à l'édition et à l'enseignement supérieur, une situation qui ne s'est que très légèrement améliorée ces dernières années grâce aux petits éditeurs et à beaucoup d'efforts. Mis à part le sérieux problème de l'accès institutionnel à la publication, la rareté relativement plus importante des lesbiennes et des gays de couleur résulte peut-être aussi de choix, de destinataires et de formes d'adresses différents. Peut-être que pour un écrivain ou un critique gay de couleur, se définir en tant que gay n'est pas de la plus haute importance. Il peut avoir des priorités différentes ou plus pressantes dans son travail ou dans sa vie. Donc là, bien qu'elle soulève l'existence de problèmes liés à leur accès restreint à la publication et à l'université, que ce soit pour l'éducation supérieure ou pour l'accès à des postes académiques, elle finit en fait par attribuer la relative rareté donc des productions queer of color au choix personnel de ces dernières, plutôt qu'au racisme institutionnel et aux inégalités structurelles qui opèrent dans la société américaine, états-unienne et à l'université. Deuxième chose assez intéressante, c'est que les essais de Teresa de Lauretis et de Sedgwick présentent les contributions des théoriciens queer de couleur comme simultanément marginales et récentes. Je veux bien que tu mettes du coup la prochaine... Et je m'arrêterai là pour les citations sur les théories queer. Sedgwick écrit « Une grande partie des travaux récents les plus excitants autour du queer décentrent le terme vers l'extérieur le long de dimensions que ne peuvent englober le genre et la sexualité. Les façons dont la race, l'ethnicité, la nationalité post-coloniale s'entrecroisent et s'enchevêtrent avec le genre et la sexualité et d'autres discours constituant l'identité, d'autres discours fracturant l'identité par exemple. Les intellectuels et les artistes de couleur dont la définition sexuelle comprend le terme queer, je pense à un Isaac Julian, une Gloria Anzaldúa, un Richard Fung, mobilisent la force du terme queer pour faire une nouvelle sorte de justice aux complexités fractales de la langue, de la peau, de la migration, de l'État. Ainsi, la gravité, je veux dire la gravitas, le sens, mais aussi le centre de gravité du terme queer lui-même, s'approfondit et se déplace.
Ça, c'est des remarques qui ont déjà été faites par Ames Garcia. Lui, ce qu'il explique, c'est qu'à travers la métaphore spatiale du centre et de la périphérie, les travaux des intellectuels et artistes de couleur sont positionnés comme postérieurs, c'est des travaux récents, et extérieurs, ils décentrent le terme vers l'extérieur le long d'autres dimensions, donc à la marge de la théorie queer. Si Sedgwick reconnaît dans son essai qu'Ansaldoa s'est clairement défini comme queer, ce que ne faisait pas Teresa de Lauretis, et que son utilisation permet un certain décentrement du terme, voire un approfondissement du terme, c'est au prix d'une distorsion temporelle qui consiste à faire de la Prieta, donc qui date de 81, ou de Borderlands, qui date de 87, des œuvres récentes dans un essai qui va être publié en 93. Donc pour conclure sur cet aspect-là, dans la plupart en fait, des récits généalogiques dominants des théories queer, la théorie queer semble avoir été principalement, voire exclusivement développée par des théoriciennes blanches, sans contribution significative des auteuristes et théoriciennes queer de couleur. Et l'effacement et la marginalisation qui opèrent au sein de ces généalogies reposent en fait sur divers mécanismes qui se renforcent mutuellement et qui incluent d'une part soit une absence totale de mention de leurs contributions, donc surtout celles qui sont antérieures à l'émergence officielle de la théorie queer, une absence de mention aussi de leur recours au terme queer, soit des mentions qui vont être non datées ou mal datées, ou dépourvues de toute discussion de toute façon approfondie de leur travail. Et d'autre part sur une politique de périodisation qui va s'appuyer sur et instituer en même temps une chronologie faussée et de multiples glissements temporels, et d'autre part une logique additive ou dérivative qui consiste en fait à ajouter à chaque fois à la marge et ultérieurement les contributions des auteuristes et théoriciennes queer racisés. Une autre stratégie de marginalisation que j'ai pu observer dans énormément de textes de la théorie queer blanche, c'est l'association des travaux des queers racisés avec la politique de l'identité, qui est bien sûr connotée de manière très négative dans ces textes-là, et l'essentialisme, et à leur refuser aussi le statut de théoricien, théoricienne ou de producteuriste de savoir, tout en prônant dans leurs propres textes un cadre d'analyse intersectionnelle. Donc les essais de Teresa de Lauretis et de Sedgwick, dans lesquels les théoriciennes évitent donc de questionner leurs propres pratiques et leurs propres privilèges raciaux, sont pour moi symptomatiques d'un déni de ces processus d'effacement et de violence épistémique qui structurent en réalité en profondeur la théorie queer blanche et qui n'ont jusqu'à présent pas été suffisamment interrogés ni remis en question. Je vais passer donc à la relation d'Ansaldoa à l'université. Le concept d'autre inapproprié donc, qui a été proposé par Trinity Minha, Inappropriated Other, dans un article qui s'appelle She's the Inappropriated Other, qui date de 86, pour décrire donc là les places de la femme postcoloniale en tant que sujet qui écrit et en tant que sujet écrit, m'apparaît comme un outil qui est assez pertinent pour questionner et théoriser de manière plus fine la position donc, de Gloria Anzaldúa à l'université. Et pour ce faire, je vais commencer par revenir sur un moment précis de la biographie d'Anzaldúa et de son parcours universitaire qui cristallise selon moi un certain nombre de tensions entre l'institution et le projet qu'Anzaldúa voudrait y mener, et qui constitue un point de rupture assez peu commenté. En 88, donc peu de temps après la publication de Borderlands, Anzaldúa candidate au programme doctoral d'histoire de la conscience à l'Université de Californie à Santa Cruz, où chaque été entre 82 et 86, elle enseignait aussi l'écriture créative dans le cadre du Women's Voices Summer Writing Workshop. Mais elle n'est pas acceptée. Elle rejoint finalement le programme doctoral de littérature de la même université et elle recevra son doctorat à titre posthume donc en 2004. Moi je me suis beaucoup intéressée à cet épisode en grande partie parce que la première introduction des termes de théorie queer au sein de l'université états-unienne, elle est attribuée donc à Lauretis qui forge l'expression dans le cadre d'un colloque qui est précisément organisé à l'Université de Californie à Santa Cruz en février 90, donc peu de temps après qu'Anzaldúa ait essayé sans succès de rentrer dans le programme d'histoire de la conscience. Et Lauretis enseigne d'ailleurs dans le département d'histoire de la conscience depuis 1985. Donc ce moment, The Day She Was Rejected by the History of Consciousness Program, me semble en fait révélateur de la manière dont l'université états-unienne va faire d'Anzaldúa son autre inapproprié. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'il peut sembler paradoxal qu'Anzaldúa n'ait pas été acceptée dans le programme doctoral d'histoire de la conscience,
alors que ses travaux et les perspectives de ses recherches s'inscrivaient parfaitement dans la ligne et les orientations défendues par le département, et déjà à l'époque. Dans un entretien qui date de 1990, Ansaldois revient sur sa déception et avance quelques hypothèses qui auraient pu motiver la décision du département. Je viens... Ouais, ça marche toujours pas. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de traduire toutes les citations, donc à partir de maintenant, il va y avoir quelques citations en anglais. Donc elle dit The day I was rejected by the History of Consciousness program, the literature program grabbed me. Donna Haraway, one of the History of Consciousness professors, was on leave then, but when she came back, she started yelling and screaming at them, "Are you crazy?" Because they didn't accept me into the program. The History of Consciousness program here advocates high theory, and my writing, because it incorporates lived experience, is considered low theory. So there's that split here between high and low critical theory. Dina Gonzalez, donc, qui est une chercheuse chicana lesbienne, dans son article Speaking Secrets, Living Chicana Theory, qui date de 1998, et dans lequel elle analyse la place des féministes chicanas lesbiennes à l'université et les difficultés multiples qu'elles peuvent y rencontrer, explique également, je veux bien que tu passes à la prochaine, que donc at UCSC's History of Consciousness graduate program, which uses Ansaldois Borderlands as one of its primary texts, Gloria was presumably denied admission because she was not theoretically sophisticated. Donc pour mieux comprendre cet argument, j'ai échangé avec plusieurs professeurs qui enseignaient à l'Université de Californie à Santa Cruz à la fin des années 80, dans les départements d'histoire de la conscience, de Women's Studies et de littérature, ainsi qu'avec des amis intimes d'Ansaldois. La personne avec qui j'ai énormément parlé, c'est Randy Connor, qui était un Kindred Spirit et comadre in writing d'Ansaldois pendant plus de 30 ans, et qui m'a confié donc, dans le cadre d'un long entretien filmé dont je vais vous passer un court extrait, qu'au-delà de la forme même de ses écrits, la dimension spirituelle de son travail a très certainement constitué un autre frein pour rentrer dans ce programme doctoral. Et je veux bien du coup que tu lances, ça dure 1 minute 50 à peine. Vas-y. Le début est un peu mal cadré, mais ça va s'arranger au bout de quelques secondes, ne vous inquiétez pas. Par contre, le son... Ah, il n'y a pas de son. Ah mince. Attends, je sais pas comment faire en fait. On entend? Non. Non, on n'entend pas, mais alors moi je ne vais pas pouvoir t'aider non plus là-dessus. Ah si, peut-être si tu me... Ça c'est là. Non, ça c'est le micro. Bon bah c'est pas grave, je vais vous faire le doublage. Tu fais avec les petits doigts. Donc je vais reprendre ouais bah vas-y, je vais reprendre au début. Donc ce que dit Randy, c'est il dit that was shocking, that was really shocking because Gloria wanted to be part of a really important program at UC Santa Cruz that was called History of Consciousness, or HISCON. A gay man that we were friends with, he was able to get into the program. But Gloria was turned on, and allegedly what was said to her was that her theory, je vais beaucoup trop vite par rapport au doublage, wasn't high enough. Voilà. And that seemed to most of us, who knew her, to be ridiculous, because her theory inspired, as you know, the whole Borderlands theory. And she was an intellectual. And yet I think partly because of ethnicity, and maybe partly because of her spirituality, as I mentioned to you, she was not accepted, and ultimately was accepted by what they call the literature program, the literature board. And she did well there, you know. But I really still hold it against those people for not taking her into the HISCON program. I do remember I interviewed at UC Santa Cruz once too, and she warned me. It's ironic because the very first conference at a university that I know of devoted to Goddess movement was at UC Santa Cruz. But by the time she went there, they had completely changed and were opposed to any woman who mentioned spirituality or the goddess. And I remember when I wanted to interview there,
Gloria said, "Don't say goddess, don't say that word." And I slipped, and I did. And they weren't having me either. Donc suite à ça, un an après, j'ai aussi échangé par mail avec Donna Haraway, qui enseignait donc dans le département d'histoire de la conscience à l'époque, et qui faisait aussi partie du comité de thèse d'Ansaldois, à qui j'avais envoyé donc la citation d'Ansaldois extraite de l'entretien que je vous ai mentionné plus tôt. Et je vais donc vous lire un extrait de l'échange que j'ai eu avec elle, parce que c'est assez intéressant aussi. Donc Haraway dit « I think that is true. Maybe not yelling, screaming, but objecting vigorously for sure. ISTCON, we were crazy. ISTCON always tried to ride a line or build a contact zone between doing, performing, stirring, and also analyzing in forms the university recognized as scholarly. Bettina was easy, Gloria was hard on just this line. I think we were wrong in demonstrable ways about Gloria's writing. Her writing was that contact zone in its very being. It was full of conceptual innovation as well as lived experience and did them together. That split is hugely overstated here, and it ended, but not before we lost Gloria to lit. The problem, I think, was not incorporating lived experience, which I think was welcome from the start, but in questions of how to write both and. I think Gloria did write both and, story, scholarship. I don't think the issue was ever law, high theory, something I and most faculty always despised in ISTCON. But ISTCON was caricatured that way, and I understand that Gloria felt that way for good reasons, based in that rejection. But those issues were in flux in ISTCON and the university in the early 1980s. Gloria was a trailblazer, and she got hurt. I suspect it has to do with needing some more writing of the classical scholarly kind, as well as the writing she most loved to do. We were blind. Ce qui m'intéresse surtout dans cette citation, c'est la fin que je trouve particulièrement parlante. We were blind. Donc je me suis demandé quels étaient les blind spots ou les blank spots de l'université. Il me semble qu'en fait l'insuffisance théorique qui a été reprochée à Ansaldois masque en réalité des préjugés classistes d'une part et ethno-ratio eurocentrés d'autre part, qui structurent en profondeur les discours de l'université sur ce qui constitue un savoir légitime ou illégitime et sur ce qui fait théorie. Ansaldois le souligne elle-même dans un entretien, toujours pas, où elle dit In academia, I find that my lesbianism gets hidden behind the overt race stuff. The race stuff is so dreadful, so horrible and painful, and I'm so busy dealing with it, that it makes the lesbian stuff, especially in Santa Cruz, smaller by comparison. The Literature Board, Women's Studies, and ISTCON people have an awareness of lesbianism and an awareness of not stepping on people's toes too much, but they have a blank spot about race and class. Donc pour moi, cet épisode met également en lumière la résistance de l'université envers les engagements politiques et militants d'Ansaldois, la perspective décoloniale de ses travaux et les nouvelles méthodes de théorisation qu'elle développe à travers l'autohistoria theoria et les savoirs que celle-ci produit. Ça a aussi été soulevé par Paola Baqueta dans un certain nombre de ses articles. Il faut voir dans ce refus d'accompagner et de soutenir le projet de recherche d'Ansaldois un processus de délégitimation ou d'illégitimation de son travail théorique et de marginalisation qui précède d'une part et autorise d'autre part le processus d'effacement de ses contributions au moment de l'émergence de la théorie queer à l'Université de Californie à Santa Cruz entre la fin des années 80 et le début des années 90. Et je vais finir assez rapidement. Donc la fin des années 80 et le refus du département d'histoire de la conscience de l'accepter dans son programme doctoral, mais surtout l'émergence officielle de la théorie queer à l'Université de Californie à Santa Cruz, constitue un point de rupture dans la relation d'Ansaldois à l'université qui va se montrer à partir de ce moment-là d'autant plus critique envers l'appropriation par les universitaires de ses travaux, notamment Borderlands. Et donc dans un texte de 90 que j'aime beaucoup, qui s'appelle To Queer the Writer, Loca, Escritora y Chicana, qui constitue aussi selon moi une réponse indirecte au queer theory de Teresa de Lauretis, et qui souligne le rôle formateur qu'Ansaldois a joué dans le développement de la théorie queer. Elle se montre extrêmement critique à l'égard des stratégies d'appropriation et de marginalisation déployées par l'université et par ses chercheuses.
Elle questionne notamment l'appropriation des termes dyke et queer d'origine working class par des théoriciennes lesbiennes de classe moyenne à l'université. L'effacement des queer of color dans les théories queer produites à l'université, le contrôle de la production des savoirs et l'occupation de l'espace théorique par des théoriciennes blanches à des fins néocoloniales et non émancipatrices. Bien que dans l'introduction donc, de Light in the Dark, qui est le livre qui a été produit à partir de son travail de doctorat qui n'a pas été mené à terme, Keating, donc, qui édite ce travail-là, fait référence au statut d'outsider d'Ansaldoa à l'université. En réalité, Ansaldoa a théorisé dans plusieurs documents inédits sa propre position conflictuelle à l'université à travers le concept d'othersider. Et je vais vous partager une dernière citation avant de m'arrêter, c'est celle d'après en fait. Où elle explique donc ce positionnement. Elle dit: Soy de rancho. I speak and write from what grounds me at any given moment, and that hub of core identity, my physical body, the body of a female, a Chicana Tejana, embedded in an indigenous Mexicana culture rich in symbols and metaphors, a body immersed in many cultures, a queer body. My struggle, like yours, is an anti-colonial one against cultural imperialism, intellectual piracy, and mental colonialism, while dealing with my complicity in being positioned as an internal exile. I am not an academic, having done a 3-month stint in 1988 and 3 months in 2001, a total of 6 months in the last 18 years. But via the lecture circuit and participation in conferences, I circulate on the fringes of women, ethnic, Chicano or Latino, composition and American studies and other disciplines where my work is taught. I write from the position of being an outsider, halfway between a complete outsider and an insider. Cette position d'autre inappropriée à laquelle l'université l'a assignée, dans laquelle elle la maintient, devient alors un positionnement, celui d'othersider, qu'il s'agit de réinvestir au même titre que l'espace stratégique et potentiellement transformateur pour elle de la frontière des Borderlands. Je pense que ce positionnement d'othersider doit aussi être vu comme une tentative de résistance justement aux logiques d'appropriation et d'effacement qu'elle dénonce, et aussi de définition d'un espace à partir duquel élaborer potentiellement d'autres épistémologies. Et dans ce cas-là, on peut comprendre aussi que l'autre inappropriée, c'est celle que l'université ne peut pas pleinement s'approprier. Donc pour conclure, s'il me reste, je sais pas s'il me... Ouais. La question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que Gloria Anzaldúa est toujours une autre inappropriée ou cette autre inappropriée à l'université? La réponse est plutôt non. Ces archives sont conservées à l'université du Texas à Austin et les objets qui composaient ces hôtels, ces altares, se trouvent à l'université de Californie à Santa Cruz. En 2005 est fondée également la Society for the Study of Gloria Anzaldúa, qui est hébergée par l'université du Texas à San Antonio, et qui organise tous les 18 mois depuis 2009 un colloque international consacré à la vie et à l'œuvre d'Anzaldúa qui s'appelle El Mundo Zurdo Conference. Depuis 2008 également, Amy Pérez est le Mexican American Studies Program de l'université du Texas Pan American, donc maintenant c'est l'université du Texas Rio Grande Valley, organise donc parfois en collaboration avec la Société pour l'étude d'Anzaldúa un événement annuel qui s'appelle El Retorno, El Valle Celebra Nuestra Gloria. En 2015 également, à l'Université de Californie à Santa Cruz a été organisé donc, un colloque qui s'appelait The Feminist Architecture of Gloria Anzaldúa, New Translation, Crossings and Pedagogies in Anzaldúan Thought, à l'occasion duquel ont également été exposés certains de ces hôtels. Donc il y a un certain nombre d'événements qui s'organisent depuis son décès et qui permettent donc aux chercheurs, aux étudiants, aux artistes, aux militantes d'avoir un espace où se retrouver, se rencontrer, échanger autour des travaux d'Anzaldúa tout en engageant donc un échange entre eux et avec ces travaux-là. On a également un énorme travail d'édition et de publication qui se poursuit depuis son décès, notamment via Anna-Louise Keating qui a édité des textes inédits et qui a édité aussi en 2015 donc, le Light in the Dark, qui est l'ouvrage tiré en fait des travaux de recherche d'Anzaldúa dans le cadre de son doctorat.
Donc il est assez évident aujourd'hui qu'Anne Saldua n'est plus du tout l'autre inappropriée qu'elle était de son vivant, puisqu'elle a connu une réappropriation institutionnelle massive après sa mort. Et il me semble quand même important de continuer à questionner les pratiques académiques et notamment de questionner aussi son propre parcours universitaire. D'autant plus que en fait, la mémoire d'Anne Saldua est aujourd'hui majoritairement portée et visibilisée par des chercheuses et par des institutions universitaires. Et donc ce que j'ai essayé de faire ici, donc, en honorant Anne Saldua comme une outsider queer, c'est pour moi une manière de poursuivre ce travail-là. Merci. Enfin, il y en a encore une demi-heure. Du coup, merci beaucoup. Est-ce que ça vous embête pas si j'enlève le masque? Non, ça va. J'aurais dû le faire aussi, parce que là, je suis un peu à bout de souffle. Alors, d'abord, merci beaucoup de m'avoir donné la possibilité d'être là, de vous entendre, de discuter. Je viens de lire, je sais pas, Google Academia m'avait signalé ton article, du coup, je venais de le lire, donc c'est pour ça que même si c'est pas tout à fait ce que tu viens de dire. Pardon, je vais peut-être faire dans l'ordre inverse, mais bon, alors me situer sociologiquement et politiquement, me situer sociologiquement entre guillemets en tant que personne déclarée femelle à sa naissance, donc devant devenir femme, blanche, française, pays colonial, etc. Classe privilégiée, profession universitaire, accession au statut de professeur, donc maintien dans la classe privilégiée. Du point de vue politique, lesbienne au sens juridique, donc essayant désespérément de ne pas rester ou devenir une femme et combattre l'idéologie de la différence des sexes. Et comme blanche tentative et française de lutter contre le racisme, l'islamophobie, et les rapports nord-sud, l'impérialisme, le colonialisme et ainsi de suite. Et depuis une position de classe privilégiée, tentant de combattre le capitalisme, tout particulièrement dans sa phase néolibérale, pour le dire très vite. Voilà. Après, en rapport avec tout ce qui a été dit, donc je l'ai dit un petit peu, mais j'ai vécu et j'ai travaillé au Mexique, au Salvador, disons, et dans différents pays du continent, aussi un petit peu en Colombie. Et par rapport à ton travail, avec Paola Baqueta, justement, nous avons traduit plusieurs textes de This Bridge Called My Back, dont un des textes tout à fait significatif de Anne Saldua, et on a fait une grosse intro où on essaye justement de rappeler précisément, et beaucoup du fait de Paola Baqueta, cette histoire d'abord que Anne Saldua n'a pas été reconnue entre guillemets à l'université, que c'est pourtant elle qui a développé la première, qui a utilisé le terme de queer dans un contexte aussi académique et aussi militant. Et on essaye précisément, notamment, de bien souligner que le queer of color, c'est pas du tout la même chose que le queer en général, ou entre guillemets, en fait, le queer blanc, qui est souvent celui qui a été connu davantage en France. Voilà, nous on pensait plutôt, on a aussi plutôt discuté peut-être par rapport à Butler, qui était peut-être plus connu avant que De Laurentiis, mais en fait, ce que tu dis sur De Laurentiis est très pertinent. Du coup, parmi les choses que moi je me demande, je ne suis pas sûre que tu aies défini ou que tu aies expliqué très clairement ce que c'était inappropriated order. Et puis je ne sais pas si tout le monde comprenait l'anglais, ou comprenait suffisamment toutes les nuances. Moi-même, d'ailleurs, je ne suis pas complètement sûre de tout ce que j'ai compris. Mais bon, donc inappropriated order, voilà, peut-être que, puisque comme tu dis, après, finalement, est-ce qu'elle est appropriée ou pas? Puisqu'en effet, moi, pendant longtemps, j'avais compris surtout dans le sens de l'appropriation, dans le sens de prendre, et non pas de décaler pas à sa place, etc. Donc là, je ne sais pas vraiment, finalement, tu as semblé utiliser un sens au début, et ensuite peut-être un autre sens. Et il me semble que, en tous les cas,
une autre chose que tu ne dis pas du tout, et tu n'as pas parlé du tout de Norma Cantu, et moi il me semble que c'est Norma Cantu qui est dépositaire du lex, de la mémoire, entre guillemets, de Ansaldo, et tu vas voir pourquoi ma question. C'est, est-ce que c'est l'université qui se l'est appropriée, et dans quel sens, ou est-ce qu'elle est devenue, je sais pas, Chimuela en quelque sorte, c'est-à-dire est-ce qu'elle est plus dangereuse et maintenant voilà, elle est appropriée, ou est-ce que c'est dans l'université des personnes chicanes, et dans ce cas-là, qui le font dans un esprit de poursuivre une lutte antiraciste, une lutte politique, et il se trouve qu'elles sont aussi des universitaires et qu'elles veulent légitimer au sein même de l'université, mais c'est pas la même chose que si c'est de Loretis ou si c'est même Haraway qui se l'approprie. Tu vois, donc peut-être là il y a une question qui m'interroge. Peut-être aussi, je ne suis pas sûre, c'est comme ça aller relativement vite, mais est-ce qu'il y a une différence entre la UCLA et Santa Cruz? Est-ce qu'il y a des jeux, là on rentre dans des détails, mais est-ce qu'il y a peut-être des jeux entre l'une et l'autre université, ou est-ce qu'il faut mettre toutes les universités californiennes dans le même sac? Bon, ça c'est un petit peu marginal. Et puis peut-être aussi parce que je pense que tu n'as pas tellement mentionné Alarcón, évidemment c'est un autre article qu'on a traduit en même temps, d'ailleurs qui n'est pas dans This Bridge Called My Back, mais Alarcón comme autre théoricienne chicane. Je pense que c'est assez intéressant la manière dont elle, quand elle s'interroge sur qui est le sujet du féminisme anglo-états-unien, elle dit un certain nombre de choses que tu as dites au sens de comment des chercheuses, et elle met beaucoup en avant la race, peut-être beaucoup plus que la classe, mais comment des chercheuses anglo, donc pas blanches, elle utilise plus le terme anglo, à la fois disent oui, c'est super, This Bridge, c'est un monument, machin, et puis en fait, pour mieux le... Enfin, là, l'argument de Alarcón, c'est pas que c'est pour mieux l'enterrer, c'est qu'en fait, elles n'ont même pas compris, quoi. Elles disent que c'est très bien, mais... Voir qu'elles l'ont pas lu. Elle va presque jusqu'à dire, en fait, est-ce qu'elles l'ont lu? Est-ce que les gens qui en parlent, et notamment ces féministes anglo, l'ont lu? Est-ce qu'elles l'ont lu? Et je pense qu'une autre question que ça pose, c'est de toute façon, et là je pense que ça pose une question par rapport au point de vue situé, c'est-à-dire peut-être qu'elles l'ont lu et peut-être même qu'elles l'ont trouvé bien, mais elles n'ont pas compris. Et est-ce qu'on peut comprendre, enfin, puisque c'est ça peut-être la question du point de vue situé, c'est pas forcément seulement dire d'où on parle, mais ce d'où on parle, qu'est-ce que ça nous permet de comprendre ou pas? Est-ce que ça nous permet de comprendre qu'on ne va pas comprendre? Enfin, je sais pas, il y a des questions peut-être autour de ça. Je ne veux pas être trop longue, donc je vais peut-être m'arrêter là-dessus parmi les choses que je voulais dire. Et par rapport à ta présentation, Malia, malheureusement, du coup, tu n'as pas pu beaucoup aller sur ton terrain, mais peut-être une des questions que je me pose... Alors, je ne suis pas sûre si j'ai bien compris ta définition de pigmentocratie, ou si je comprends bien la définition en général. Ce n'est pas tout à fait la même chose, à mon avis, pigmentocratie, que le phénotype. Dans la mesure où peut-être, je crois, pigmentocratie, c'est aussi le... je ne suis pas sûre de la différence avec le colorisme, mais tu vois, parce que le phénotype, c'est pas que la couleur. Or, pigmentocratie, ça semble faire référence essentiellement à la couleur. Bon, ça, c'est une petite question de... Mais en fait, c'est quand même en partie ton thème, puisque tu t'intéresses aussi à la subjectivation, entre guillemets, raciale. Une autre question quand même, et peut-être pour les deux et pour nous toutes ou nous tous quand on fait de la recherche, finalement, c'est quand même qui décide, parce que tu parles de co-construction, tu parles d'éthique et tout, mais en amont un petit peu, et en fait, la semaine dernière, il y avait un colloque sur terrain sensible auquel j'ai participé dans le bâtiment d'à côté, et il y avait notamment plein de discussions autour de ça. Une chose, c'est l'éthique au moment de faire la recherche même, mais en amont, qui décide qu'il faut travailler sur ce sujet? On co-construit, mais est-ce que finalement il y avait une demande de la part de ces lesbiennes qu'on va interroger, qui finance, comment ça joue sur ce processus de co-construction, et puis pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est-à-dire, ok, par exemple, dire je suis lesbienne et j'enquête sur les lesbiennes, c'est une chose, mais c'est pas la même chose que de dire, par exemple, je suis lesbienne et je milite en tant que lesbienne, et c'est en tant que militante lesbienne que je fais une recherche sur les lesbiennes parce que j'ai un objectif, je ne sais pas lequel, politique. Donc voilà, comment tu réfléchis par rapport à ça? Et puis peut-être juste un truc plus méthodo, mais
enfin, deux trucs, mais quand même relativement importants, parce que justement dans le terrain sensible, il y avait un truc sur la sexualité, donc toute une réflexion, c'était une équipe internationale qui travaillait dans des pays d'Afrique de l'Ouest, et il y avait, c'était des gens de Belgique, je crois, il y en avait des blancs, des racisés, noirs d'origine africaine, et même des mêmes pays, mais pas des mêmes classes sociales, et en même temps ils étaient à la fois, alors là c'était une femme, elle était à la fois noire d'origine de ce pays-là, mais comme elle était extérieure, alors c'était quand même plus facile de lire certains trucs, donc ça montrait le caractère très complexe et construit en permanence de l'intersectionnalité. Donc ça, peut-être, tu veux dire plus de choses, mais surtout sur l'idée que l'entretien, ça a une dimension thérapeutique. Ça, je pense que en fait, c'est assez classique en vérité. Mais par contre, moi, je me demande, est-ce qu'on peut vraiment, enfin, dire que c'est thérapeutique, est-ce que c'est pas aller un peu trop vite? Parce que, en fait, ok, on est des figures externes pour les gens, mais on n'a aucune, enfin, en tout cas, moi, je n'ai pas de qualification en tant que thérapeute, et c'est peut-être beaucoup dire que c'est thérapeutique, quoi. Ok, les gens se livrent, se racontent, ils se sentent bien parce qu'ils se sont racontés, on a fait attention à eux, mais si jamais ils ont un craquage nerveux, par exemple, j'ai quel outil? Et quand on parle de sexualité, notamment, et ou de racisme, et ou de sexisme, bah, peut-être qu'en fait, ça pose question sur qu'est-ce qu'on fait de la violence que les gens peuvent évoquer, voilà, comme on fait pour nous, comme on fait pour les personnes, enfin voilà, peut-être il y a des choses à réfléchir si tu as des pistes et tout, et vraiment, en plus dans le domaine de la sexualité, je pense que c'est un domaine très propice au fait de parler de violence aussi, quoi, donc voilà, et peut-être une question générale, puisque tu n'as pas eu le temps de beaucoup l'aborder, c'est finalement quel lien tu fais entre l'autodéfinition ethnique et l'autodéfinition en termes de sexualité, ou puisque tu n'as pas eu le temps de beaucoup... Donc on voyait que les deux choses étaient importantes, mais finalement, pourquoi les lier, enfin voilà, qu'est-ce qui t'a amené finalement à cette recherche? Je ne sais pas si j'ai bien joué mon rôle de... Mais en tout cas, merci beaucoup. Du coup, je vais commencer à te répondre. Le cahier du CEDREF que tu as coordonné, dans lequel a participé Paola Baqueta, et du coup c'était Normand Lalcon, que vous avez coordonné à deux, ça a été en fait une des sources majeures et vraiment un des points de départ en fait de ma thèse. Je l'ai lu peu de temps après Disidentification, et c'est le fait, ce qui a attiré mon attention, c'est aussi que c'était le premier, enfin le seul travail français sur ces questions-là disponible, et notamment avec des traductions de textes. Donc ça a vraiment été une ressource extrêmement importante dans la formation de ma thèse, et notamment parce que, comme tu le rappelles, vous mentionniez déjà cet aspect-là, donc son importance dans la construction, l'émergence des théories queer, le fait qu'elle a probablement été une des premières à faire circuler ces termes-là dans ce contexte universitaire, ce que mentionnait aussi Randy Connor, je crois que vous le citez en note, et le développement effectivement complètement distinct des théorisations queer de couleur et des théorisations blanches, et notamment toutes les perspectives qui sont développées par les théorisations queer de couleur, donc autour de l'imbrication de tous les rapports sociaux, d'une multiplicité de rapports sociaux, la question de l'intersectionnalité, enfin de ce qu'on a appelé plus tard l'intersectionnalité, mais qui en fait est déjà en germe depuis une dizaine d'années avant qu'elle soit officiellement conceptualisée, notamment par Crenshaw, qu'on retrouve aussi dans This Bridge en fait. Et effectivement sa position aussi très précaire à l'université. Donc moi en fait c'est vraiment des pistes que j'ai essayé de développer et de tirer jusqu'au bout dans un travail de thèse. Mais tout était déjà là en germe, et c'est bien de le rappeler parce que c'est vraiment un monument de départ pour mon boulot de thèse. Par rapport au concept de Other Inappropriated, moi je vois vraiment les deux sens dans le terme, notamment grâce à la présence du slash, qui permet en fait d'avoir d'un côté inappropriate, donc qui serait plus proche de impropre, pas à sa place, et de l'autre côté, donc si on enlève le slash, inappropriated, donc qui n'est pas ou qui ne peut pas être approprié, qu'on ne peut pas s'approprier. Et ce qu'a dit aussi Trinity Minha dans l'article, c'est qu'en fait cette autre inappropriée, elle se caractérise par différents mouvements entre 2 et 4, d'ailleurs c'est pas clair, enfin c'est pas sûr, c'est 2/4. Celui d'affirmer je suis comme toi, tout en pointant de manière très insistante les différences.
celui de rappeler « je suis différente » tout en essayant de démanteler toutes les définitions de l'autre, otherness, auxquelles on est parvenu à arriver jusqu'à présent. Donc pour moi, c'est vraiment ces deux sens qui cohabitent, donc le fait de ne pas être à sa place, de jamais se retrouver à sa place, qui est très travaillé chez Hans Saldua aussi, quand on appartient à différents espaces qui sont pensés comme incompatibles, ou est-ce qu'on se retrouve finalement dans des espaces intermédiaires, dans la frontière, dans la fissure, dans les zones un peu troubles où les choses se rencontrent. Et c'est des choses assez similaires qui sont développées en fait dans l'article de Trinity Minhar. Et ce qui m'intéressait, c'était effectivement ce glissement de sens entre le fait de ne pas être à sa place et du coup la question de l'appropriation que ça pose. Est-ce que c'est possible de s'approprier des objets, des sujets qui du coup naviguent entre différents espaces sans se fixer ou sans être fixés de manière très concrète et monolithique dans un seul. Du coup ça m'amène sur la question de l'appropriation par l'université que j'ai pas vraiment eu le temps de développer. En fait, il y a les deux. Il y a les deux perspectives que tu abordes. Il y a effectivement la réappropriation plutôt par des universitaires, mais qui étaient déjà proches d'Hans Saldua de son vivant. Donc c'est tout à fait le cas de Norma Cantu. C'est le cas aussi d'Anna Louise Keating. C'est le cas de Norma Alarcón, qui ont déjà contribué en fait, dans du vivant d'Hans Saldua à développer ses travaux, à discuter avec elle, à échanger, à l'inviter. Donc il y avait déjà des liens qui étaient créés et en fait elle s'appuie sur des structures universitaires pour pouvoir donner une plus grande visibilité. C'est aussi ce que fait Amy Pérez à l'université du Texas, Rio Grande Valley. De l'autre côté, il y a aussi la réappropriation par notamment des chercheuses blanches à l'université, notamment à Santa Cruz, donc le colloque qui a été organisé en 2015, qui est une manière de revisibiliser aussi les théorisations d'Hans Saldua, alors qu'elle a été extrêmement marginalisée à Santa Cruz de son vivant. La question d'Araoué, c'est assez intéressant, là j'ai pas eu le temps de la développer non plus, mais il y a un article de Paola Moya qui traite de cette question et plutôt de la réappropriation des travaux de Moraga. Elle s'est plutôt intéressée aux théorisations de Txeli Moraga et la façon dont Araoué en fait reprend énormément d'éléments pour construire sa figure du cyborg. Donc le cyborg basé aussi sur toutes les théorisations qui proviennent en fait de la nouvelle mestiza d'Hans Saldua et des théories de Txeli Moraga, que ce soit dans ses textes poétiques théoriques ou dans son théâtre. Et donc plein d'influences qu'elle reprend, qu'elle compile, qu'elle combine pour en faire la figure du cyborg sans jamais vraiment s'intéresser ou en tout cas discuter de l'émergence de ces concepts-là, là où ils apparaissent, et donc dans des contextes aussi politiques, militants, très spécifiques. Donc ça lui a été reproché notamment par rapport à Moraga, et on pourrait d'une certaine manière dire la même chose pour Hans Saldua, parce qu'elle cite la nouvelle mestiza sans forcément rentrer dans une discussion très approfondie sur ce que ça pouvait être pour Hans Saldua, sans citer des fragments de texte très conséquents. Et c'est juste un élément qui lui... Enfin, ça apparaît plus comme un élément qui lui permet d'aboutir au cyborg. Et par rapport à l'université de Californie à Los Angeles, je ne sais pas du tout, j'ai pas du tout réfléchi à la question là. Moi, je me suis vraiment focalisée sur Santa Cruz. Pardon, peut-être c'est moi qui ai imaginé que tu... Non, mais je sais pas, peut-être que ça... tu pensais à quelqu'un qui est là-bas ou... Non, j'ai dû mentionner en France, c'est moi qui... Peut-être. Non, moi, pour le moment, je me suis vraiment intéressée uniquement à Santa Cruz, et notamment parce que c'est une université qui a une image un peu pionnière sur des questions transdisciplinaires ou interdisciplinaires, le fait effectivement de vouloir mêler différents modes de théorisation, différentes disciplines académiques, promouvoir aussi une recherche jeune, entre guillemets, non établie, qui sort un peu des cadres existants, et on voit que ça a quand même porté préjudice à Hans Saldua, alors qu'elle avait l'air de cocher toutes les cases au départ. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire ? Ah oui, la dernière question, c'était sur Alarcón. Effectivement, son article, il est sur les sujets de This Bridge Called My Back. Il est très intéressant, il est aussi dans le numéro du CEDREF. Et c'est vrai, la remarque qu'elle fait, c'est par rapport à l'importance de This Bridge, qui est surcitée partout, mentionnée dans plein de textes, notamment de féministes anglo,
et où elle se pose la question de oui, qu'est-ce qui a été lu, qu'est-ce qui a été compris, parce qu'en fait, rien n'est fait non plus à partir de ce texte-là, et les cadres de pensée ne changent pas du tout, quoi. Et on pourrait, effectivement, c'est des questions qui me préoccupaient aussi beaucoup en Saldois, et où on pourrait se poser les mêmes par rapport à Borderlands, où elle dit aussi que son travail est complètement approprié, tokenisé, qu'on n'en utilise qu'une partie, la réflexion sur les frontières, en négligeant tout ce qui a trait à la sexualité, au genre, au mouvement de Chicano par exemple, ou pas, ou alors dans les universités où elle est invitée plutôt dans les départements d'études Chicano-Chicana, on va plutôt parler de cette dimension-là, mais alors jamais mentionner le fait qu'elle utilise le terme queer ou que c'est une lesbienne, parce qu'il faut pas en parler, et on lui a refusé d'ailleurs de venir à l'université du Texas, c'était à Austin pour présenter This Bridge. Elle n'a pas eu les fonds de la part du département d'études de Chicano, elle a été invitée par le département d'études féministes de l'époque, par une anthropologue lesbienne notamment, blanche. Donc il y a vraiment des tensions sur qu'est-ce qu'on peut faire de cet objet, sachant qu'en fait on a envie d'aborder une seule partie et pas tout le reste. Et oui, qu'est-ce qu'on peut comprendre ou pas de This Bridge en tant que femme blanche ou que lesbienne blanche, c'est une vraie question. Et je pense que la réponse, elle doit être effectivement nuancée. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Moi, je l'ai lu plusieurs fois. Il y a des textes qui peuvent te parler, parce qu'en fait, une des grandes idées aussi de This Bridge, c'est l'idée d'essayer de s'identifier aux marginalisations des autres à partir de ses propres marginalisations, des propres situations d'oppression, de précarité et de marginalisation. Donc il y a toujours des marginalités qui vont permettre de faire fond. Et en même temps, il y a énormément de choses qu'on ne peut pas saisir parce que ce sont des textes qui sont extrêmement situés et qui sont écrits aussi beaucoup sous forme de témoignages. Parfois c'est des lettres, parfois c'est des discussions. Donc avec en plus une dimension intime qui s'expose vraiment telle qu'elle. Mais la question que ça pose aussi, c'est celle des alliances et de est-ce qu'on peut faire des alliances. Et là je pense que la réponse c'est oui. Si on arrive aussi à créer des ponts en arrivant à relier des expériences qui, même si elles sont situées différemment, renvoient à des expériences de marginalisation, et qu'on s'explique aussi suffisamment, c'est-à-dire qu'il y a une grosse partie du travail, c'est d'arriver aussi à poser des mots sur ces marginalisations-là, sur ces expériences, et à les faire circuler entre les autrices. Enfin, les autrices ne sont pas du tout d'accord non plus, ni sur les stratégies adoptées, ni sur les expériences vécues par les unes ou les autres, ou savoir si ça fait expérience commune. Il y a énormément de débats là-dessus, et je pense qu'il y a beaucoup... que ça donne en fait beaucoup d'outils et beaucoup de perspectives pour réfléchir aussi à partir d'autres positions. En acceptant effectivement de rester en partie aussi extérieur à tout ce qui se joue dans cette anthologie. Je vais m'arrêter là. Oui. Bon, merci beaucoup parce que c'est toujours très, très stimulant à chaque fois. Et pour tes commentaires et pour les questions. Et oui, j'ai utilisé pigmentocratie parce que c'est Fernando Urrea, le sociologue, qui le récupère, qui le reprend. Et mais juste pour donc faire référence à la différence entre la population afrodescendante et la blanche métisse, parce qu'il faudrait aussi parler bien sûr de l'autochtone et voilà, juste donc. Et après, tu as dit colorisme. Je connais pas cette notion du colorisme en fait. Donc merci parce que je vais maintenant parce que voilà, j'imagine quand tu dis ce n'est pas la même chose, non, le phénotype, non, aussi les traits, non, du visage, c'est pas non plus la couleur. Mais par exemple, pour moi, c'est la phrase que j'ai utilisée de Mara Viveros. Pour moi, elle est très illustrative que les classes sociales en Colombie ont des couleurs, non? Et bon, elle veut, je pense, après ce que j'ai compris, elle fait la différence surtout entre les blanches métisses, non, et les afrodescendantes, depuis ce que j'ai compris. Alors,
aussi la notion de ce pouvoir dans la cratie de Kratos. J'aime beaucoup ce terme par ce deuxième lexème, si on veut, parce que on voit comment même dans l'espace public, il y a une certaine respectabilité à démontrer quand on n'est pas blanc, non? Donc c'est vraiment pour moi, voilà, jusqu'à maintenant, comment je le vois, et après aussi ce que j'ai écouté, c'est une question de est-ce qu'on est blanc ou métis, ou est-ce qu'on voit déjà qu'on est afrodescendant, non, de voir parler de manière très soutenue quand on est afro, parce que voilà, il faut démontrer qu'on est des gens, non, qu'on est bien, et chose qu'on ne doit pas démontrer quand on est blanc, non, et ça va de soi, c'est voilà. Bon. Et donc ça, après toutes les questions, bien sûr, est-ce qu'il y avait une demande? Bien sûr, la Colombie n'est pas venue, Maria, viens ici. Bien sûr que non. Bien sûr que non, c'est moi qui ai posé cette initiative, que je l'ai proposée. Donc, il y a eu un pont qui a fait possible ça. Quand je connais les études décoloniales, que je ne connaissais pas avant le master à Paris 8, je me suis rendu compte, ok, on a déjà étudié la sexualité à Paris, mais on ne peut pas continuer, si on veut le faire, sans tenir compte des études décoloniales et postcoloniales, parce que j'avais pas croisé ça. La majorité des enquêtés que j'avais eues à Paris, et c'était des enquêtées blanches, non? Et majoritairement aussi hétéro, donc j'ai décidé, je veux croiser les subalternités, non? Donc déjà, je veux interviewer des lesbiennes, déjà, et quand je connais les études décoloniales, je me dis, voyons qu'est-ce que ça donne. J'ai commencé à voir, est-ce qu'il y a du travail empirique fait sur les lesbiennes non blanches, dans ce cas-là, sur les lesbiennes et en Colombie. Pourquoi la Colombie et pas le Chili, par exemple? À cette époque-là, ma partenaire elle est colombienne, et c'est grâce à elle que j'ai connu Fernando Urrea, par exemple. Non? Donc, je dois tout dire, donc je dis tout. Si, parce que c'est la vérité, c'était un lien affectif qui m'a... Ah, Maria, tiens, il y a ce sociologue, machin. Et c'est pour ça que Cali n'est pas Bogota, par exemple, aussi, non? Voilà, c'est ça. Mais aussi, ça m'a choqué que Fernando Urrea et un peu son équipe aussi, c'était le seul à avoir un peu faire des... Parce que Oti Curiel, bien sûr, non? Elle travaille en Colombie, mais voilà, la question du travail, de l'entretien et la recherche qualitative, non? C'était... je voulais aussi apporter un peu. Et oui, je peux dire qu'en tant que lesbienne militante, non, je fais aussi mon petit, tous les jours, mon petit truc pour résister, pour essayer de, non. Et aussi, bien sûr, les entretiens, c'était des espaces très de partage, de partage d'informations, et aussi finalement pas revendication entre nous, mais je laissais voir je laisse voir que voilà, être lesbienne c'est intime et tout, mais c'est bien sûr politique, non? Toujours, voilà. Donc qui finance la France, voilà. Mais je peux dire que cette thèse jouit d'une codirection avec l'Université del Valle. Je me sens très privilégiée aussi pour ça, parce que Fernando Urrea, je ne l'ai pas dit, donc Pascal Molinier, c'est ma directrice, et Fernando Urrea, c'est mon co-directeur. Donc je peux dire que c'est comme on dit, un partenariat, une co-construction entre
et moi et les enquêtés, mais aussi entre les deux universités qui travaillent ensemble aussi, non? Donc, le fait que Fernando Urrea, non, ait accepté de me co-diriger, c'est aussi, voilà. Et donc, comme je disais, c'était une démarche qui venait d'ici, en Colombie, mais moi, ça m'a beaucoup fait plaisir, si j'ose dire, que certains enquêtés, je n'espérais pas forcément entendre ça, mais certains enquêtés, ils ont dit, parce que je leur demandais, mais pourquoi je voudrais savoir comment et pourquoi tu as voulu participer, non? Quand on t'a parlé de ça, pourquoi est-ce que tu as voulu? Et tu as dit oui, parce que du coup, ce sont elles qui ont dit oui, non? De manière, et qui ont répondu de manière affirmative. Et voilà, le fait d'entendre, c'est intéressant, c'est chévere, non? Que quelqu'un s'intéresse à ça parce que je n'ai jamais parlé de ça. Donc, ça, je n'espérais pas, par exemple, entendre ça et ça me rassure, non? Si tu veux, ça me rassure à l'heure de continuer la démarche. Et pour la dimension thérapeutique, oui, s'il y a une crise de quelque chose, j'ai des notions en psychopathologie, mais bien sûr, non, je ne suis pas thérapeute. Je faisais tout simplement référence à l'espace d'écoute, non? À la fonction thérapeutique qui a l'écoute, qui est beaucoup, non? Donc la psychologue, elle parle, mais elle parle à 1%, elle écoute, non? Bon, mais je ne dis pas, non, maintenant, on va... Non, 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 pas... Mais voilà, j'ai aussi écouté... Quand je dis ça, c'est parce que ce sont des idées qu'elles-mêmes m'ont données. Elles m'ont dit... Bon, ça m'a fait du bien, je ne parle pas de ça. Des choses intimes, vraiment, des pratiques sexuelles qu'elles racontent même pas dans leurs cercles sociaux, non? De me dire à moi, oui, les choses qu'elles aiment, les pratiques sexuelles et les fantasmes sexuels, et partager ça peut être, selon on m'a dit, libérateur, non? Elles savaient que j'allais pas du coup, non, avoir ce regard de juger, non, parce que bon, voilà, bon, le contenu en violence, ça a été crucial, bien sûr, j'ai eu à accueillir beaucoup de violences, et en tant que femme et en tant que lesbienne, je peux dire que j'ai compris, non, il y a des choses qu'on peut, on dit, si on vit pas les choses, on peut pas les comprendre, oui et non. En tant que femme, en tant que lesbienne, j'ai été en mesure et j'ai eu la capacité, non, d'accueillir tout ça. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Déjà, le traiter avec respect, non, voilà, avec délicatesse, et aussi permettre un double échange. Moi aussi, du coup, j'ai dit, moi aussi, non, ça, je sais pas. Soit parce qu'on me l'a demandé, soit parce que je parle beaucoup, comme vous remarquez. Et du coup, ça, parfois, c'est sorti comme ça parce que les entretiens se sont déroulés dans un espace domestique. Donc, il y avait déjà l'informalité, les blagues, les choses de cuisine qui font que l'espace soit non stérile, mais familial. Bon. Et voilà. Et très important que, oui, et je m'excuse, je n'ai pas abordé ce lien aussi crucial entre ethnicité et sexualité. Et donc, oui, parce que j'ai deux exemples en tête qui vont me permettre, parce que les exemples, je les trouve très illustratifs, puisque, voilà, qui montrent ce lien très fort et très visible entre ethnicité et sexualité. Premier exemple, et on constate que les femmes afrodescendantes, par exemple, quand il s'agit des rapports érotiques ou sexo-affectifs avec des personnes blanches, et ça, je parle d'une enquête qualitative aussi, hein, avec entretien. Pas de la mienne, pas encore. Je parle des deux exemples qui a été menée par Lily Congolino, parce qu'elle n'est pas ici, mais je pense qu'elle s'appelle comme ça.
Et donc, je me souviens d'une phrase qui m'a beaucoup choquée, d'une femme noire qui dit, hétéro, qui dit, non, à l'heure d'aborder un homme ou un garçon, je ne me sens pas belle parce que je suis noire. Ça, d'un côté, c'est-à-dire que l'autoperception à l'heure de de vivre son identité face à l'autre qui est là où la race est jouée, hein, et que l'autre est d'une catégorie dominante, si on veut, donc blanche, et que moi je suis femme et noire, ça cristallise des rapports de pouvoir qui vont altérer aussi un peu, qui vont, altérer peut-être la conduite, non? Et mon autoperception aussi, de la femme, je veux dire. Et le deuxième exemple, c'est le phénomène que Mara Riveros appelle la sexualisation de la race, non? Le fait de érotiser les corps afrodescendants. Les femmes seraient des mujeres candentes, femmes chaudes, je ne sais pas si on peut dire comme ça, avec un désir sexuel exorbitant. Les hommes noirs auraient des hautes capacités de danse juste parce que, et ça je l'ai entendu hors entretien par une fille métisse qui a dit, ah oui, non, parce que les hommes noirs, ils ont ça dans le sang, le fait de bien danser. On parle d'avoir quelque chose dans le sang, la sangre, à partir de la couleur de peau. Donc, non, on voit un peu comment c'est... Mais c'est un imaginaire qui vient du 6e siècle, non? De cette... le corps déshumanisé, fétichisé, racisé, non? Des esclaves, du coup, qui ont été déportés des côtes ouest africaines. Donc, bon. Et... 30 secondes. Ah, et je pense, non, mais c'est bon, je pense que c'est bon, parce que j'ai fait ça, je pense que c'est, est-ce que c'est, on est un peu court en temps parce qu'en fait, ils ferment. Bon, je crois qu'on est déjà enfermé, mais on va appeler le PC Sécurité, il n'y a aucun souci. Ce que je vous propose, s'il y a des gens qui ont des questions, je vous propose d'aller au Front Populaire où il y a un bar. Si vous voulez, si vous voulez poser des... je sais pas si vous pouvez rester en fait. Si, je peux rester un peu. Ouais. Ah, moi aussi. Si vous voulez, comme ça on se déplace un peu, parce que j'ai craint qu'on reste enfermé en fait.